Donc en fait, on est en train de prendre pour partie en France la voie de la diminution involontaire dont je parlais tout à l'heure, avec corrélativement une contraction non désirée de la taille physique de l'économie. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est ça qui se passera au bout du bout si on ne prend pas la voie volontaire. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a plus tellement le choix, parce que la planète est un système fini, ou bien on gère délibérément la contraction, ou bien on la subira. Mais il n'y a pas tellement d'alternatives. Alors, dans la façon de la subir, on a ici un candidat en Europe. On en a plusieurs, mais en voici un. L'Europe politique, l'Union européenne, importe quasiment 100% de son pétrole. 98,5 pour être très précis. En ordre de grandeur, 100%. Ce pétrole provient de tout un tas de pays du monde, mais au Shift Project, on s'est intéressé aux 16 premiers fournisseurs, qui se trouvent par ailleurs être les 16 premiers producteurs de pétrole dans le monde, à commencer par les États-Unis, qui aujourd'hui produit quasiment un quart du pétrole mondial. Ils sont venus à la première place, qu'ils ont très longtemps occupé. En 1939, ils produisaient plus de 60% du pétrole mondial. Donc la place économique des États-Unis au XXe siècle porte un nom, c'est le pétrole. Et quand vous regardez la part du charbon et du pétrole utilisés aux États-Unis en 1939, vous comprenez qu'à partir du moment où ils rentrent dans la guerre, ils ne peuvent que la gagner. Parce que comme l'avait dit De Gaulle, tout ça est une affaire de puissance mécanique. Vous avez 60% du pétrole chez vous, un tiers du charbon chez vous, vous avez la puissance mécanique chez vous, et donc vous gagnez. Point final. Et ce qui s'est passé, donc on regarde le pétrole. Et on a eu accès à une base de données sur l'intégralité des gisements pétroliers dans le monde, qui est une information privée. Ce n'est pas une information publique. Et on a demandé à 3 experts du monde pétrolier, dont l'ancien patron de l'exploration de Total et l'ancien patron de l'évaluation des gisements de chez Total, de nous faire un pronostic à partir de cette base de données de ce qui allait sortir des sous-sols de ces pays sous seule contrainte géologique. C'est-à-dire la seule chose qu'on regarde, c'est que les gisements de pétrole s'épuisent quand on tape dedans, parce qu'il faut 40 à 300 millions d'années pour former du pétrole. Donc ça ne se renouvelle pas aux échelles de temps qui nous intéressent. Donc vous tapez dedans, il en reste moins, le placard se vide. Et donc on a demandé à ces experts, sous seule contrainte des placards qui se vident, on ne s'occupe pas des politiques climatiques, ce qu'allait devenir la production pétrolière de ces pays-là. Donc les 16 premiers producteurs dans le monde, hors Brésil et Canada, et donc les 16 premiers fournisseurs de l'Europe. Et la réponse, vous l'avez sur ce graphique, leur production serait divisée par 2 d'ici à 2050. Shell Oil inclus. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que leurs exportations vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et 20. Le Mexique, en 2004, est passé par son pic de production. Au moment où il est passé par son pic, il exportait 50% de sa production. 15 ans après, il en exporte zéro. Même chose pour l'Égypte, 15 ans après le pic. Même chose pour l'Indonésie, 15 ans après le pic. L'Afrique est passée par son pic en 2009, tout compris, et vraisemblablement, compte tenu de l'augmentation de la production, de la consommation, de pétrole en Afrique, d'ici à 2035, 40, d'ici à 2040, on va dire, ils exporteront plus rien. Plutôt 40. Donc vous avez en Europe, qui importe tout son pétrole, je le rappelle, l'Europe politique, hors Norvège et Grande-Bretagne, eh bien, la quantité de pétrole dont on va disposer d'ici à 2050, c'est-à-dire avant qu'une partie des gens dans cette salle ne meurent, vous serez probablement à la retraite pour une bonne partie, s'il y a encore des retraites, mais par contre, vous ne serez pas mort, normalement, eh bien, il y aura 2 à 20 fois moins de pétrole en France et en Europe. 2 à 20 fois moins, d'accord? Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Et paradoxalement, moins les autres pays se soucient du changement climatique, plus ils vont taper dans le pétrole restant, et donc plus cette courbe deviendra une réalité, et donc moins il y en aura pour nous, et donc plus il y aura de gilets jaunes chez nous. Voilà, donc la décarbonation en France, personnellement, je considère que ce n'est pas une option, je considère que c'est une mesure de sauvegarde. Et il va se passer à peu près la même chose pour le gaz, qui se trouve géologiquement aux mêmes endroits que le pétrole, parce qu'il est formé dans les mêmes conditions et avec les mêmes processus. Et là, le pic mondial de la production du gaz, les mêmes experts à qui on a posé la même question nous disent c'est aux alentours de 2030. Voilà, donc quand on regarde l'Europe dans ce contexte-là, ici vous avez l'approvisionnement énergétique de la zone européenne, eh bien vous voyez un charbon qui baisse depuis très longtemps en bas là. Tout simplement parce que le maximum de la production charbonnière en Europe, c'était dans les années 50, c'est-à-dire bien avant qu'on s'occupe de climat. Et comme le charbon est un pondéreux solide, ça ne se transporte pas facilement, donc beaucoup moins de charbon en Europe, on en consomme beaucoup moins, bien avant qu'on ait des préoccupations climat.
Un pétrole qui est passé par le maximum au moment des chocs pétroliers et qui depuis globalement baisse et qui surtout depuis 2006 s'est mis à baisser de manière accélérée. Un gaz qui augmentait jusqu'en 2005, date du pic de production de la mer du Nord qui à l'époque faisait 55% de l'approvisionnement européen. Et depuis, la consommation de gaz en Europe baisse, ça n'a rien à voir avec les sujets climatiques. C'est juste que le gaz est une énergie régionale, il faut un tuyau entre le producteur et le consommateur hors GNL qui est une petite partie des échanges. Et donc la mer du Nord passant par son pic, ça baisse derrière. Le nucléaire baisse pour des raisons qui sont non climatiques. L'hydroélectricité stagne pour des raisons climatiques, parce qu'il ne pleut pas plus en moyenne. Et effectivement, les nouvelles énergies renouvelables se développent, mais ça ne fait pas suffisamment pour compenser la baisse de tout le reste. Donc en fait, dans la zone européenne, l'approvisionnement énergétique baisse déjà de manière contrainte depuis 2006. Vous n'êtes pas capable, et moi non plus, de dire qu'en 2006, il s'est passé un truc particulier sur les politiques climatiques qui expliquerait qu'on soit passé d'une hausse à une baisse de l'approvisionnement énergétique cette année-là. D'accord? Il n'y a pas de raison particulière pour que ce soit 2006. Et ceci allant avec cela, eh bien, le taux de croissance des économies européennes, et là je vous ai mis la française, a tendance à baisser sur la même période. Ce que vous voyez là, c'est pour la française, avec en rouge la moyenne à laquelle rêvaient, parce que maintenant ils n'en rêvent même plus, de revenir les gouvernements pour résoudre vos problèmes budgétaires et les autres. Et en bleu, vous avez une courbe de tendance sur ce qui s'est passé, et en pointillé, la prolongation de la courbe de tendance. En fait, quand vous regardez l'économie physique en Europe, elle est déjà partie à la baisse depuis 2007. Alors qu'est-ce que j'utilise pour mesurer moi l'économie physique? Les tonnes chargées dans les camions et les mètres carrés construits dans l'année. Eh bien, si je regarde ces deux indicateurs-là, le maximum historique sur les dernières décennies, c'est 2007. Et depuis, en tendance, ça baisse. Je dis bien en tendance, ça baisse, ça monte, etc. Mais en tendance, ça baisse. Et la crise du logement, dans un monde où il n'y a plus d'énergie à mettre dans les tractopelles et plus de cimenterie et d'aciérie qui tournent, bah vous avez la crise du logement. Ce que vous voulez avoir d'autre. Vous n'allez pas faire des mètres carrés à partir de rien. Donc voilà. Pour avoir le droit au logement, il faut le droit, mais il faut le logement. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'exercice du droit, ça s'appelle des cimenteries, des aciéries et des camions de chantier. Donc de l'énergie. Dans Féminicène, Vera Nikolsky parle de la contraception en disant la contraception est un droit, mais pour avoir l'exercice du droit, il faut des usines pour fabriquer les capotes et les pilules, des camionnettes pour les livrer jusqu'à la pharmacie et la pharmacie. Sinon, vous avez le droit, mais pas l'exercice du droit, etc. etc. Donc, rappelez-vous, le droit n'est rien sans l'énergie qui, aujourd'hui, permet l'exercice du droit. C'est rien sans ça. Et par ailleurs, vos problèmes budgétaires et les miens ne font que commencer. Voilà, on va vivre dans un monde. Nous avons vécu pendant les 2 derniers siècles dans un monde de baisse faramineuse des prix réels d'à peu près n'importe quoi. C'est ça l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est le fait qu'avec pas plus d'heures travaillées dans la journée et même moins, vous êtes capable de vous acheter de plus en plus d'objets. Ça veut bien dire qu'en termes strictement réels physiques, c'est-à-dire le temps qu'il faut travailler pour se payer un objet, le prix de n'importe quoi est fortement descendu. Il faut travailler 30 fois moins longtemps aujourd'hui pour se payer 1 kilo de bœuf qu'il y a un siècle. Voilà. Faut travailler 30 fois moins longtemps aujourd'hui pour se payer une chemise par rapport à il y a un siècle. Et il faut travailler beaucoup moins longtemps aujourd'hui pour se payer une tonne de voiture qu'il y a un siècle. Une voiture, il y a un siècle, il n'y en a quand même pas beaucoup, etc., etc. Et ce phénomène-là est dû à l'énergie, et ça va repartir dans l'autre sens. Alors, pas la semaine prochaine, hein, rassurez-vous, vous allez sortir d'ici vivant. Enfin, je vous le souhaite. Mais sur l'échelle d'une ou deux vies humaines, on va voir progressivement le phénomène partir dans l'autre sens. Et il va falloir maintenir une société stable et tourner vers l'avenir dans ce genre de contexte, ce qui ne va pas être simple.